Eh bien, rebonjour encore une fois, sans ce dimanche 19 mars 2023. Voilà, ben c'est le dimanche, je travaille plus que les autres jours, curieusement. Ça me rappelle Joseph Beuys qui balayait la place de... C'était un artiste peintre, plasticien, qui balayait la place de Berlin le jour de la fête du travail, pour dire voilà, révoltez-vous, on vous donne une journée comme ça de, pour la fête du travail. Et en fait, voilà, on cadre toute votre liberté. C'est un petit peu ça, je pense, hein, que voilà. En tout cas, je vous renvoie à, regarder. Je vous propose de regarder le travail et la pensée de Joseph Beuys. Voilà, qui était un peu important pour moi quand je m'intéressais à la peinture. Voilà, donc, alors, c'est toujours je continue mes lectures de cet ouvrage de René Jean Dupuy, L'humanité dans l'imaginaire des nations. Et c'est en lien avec la théorie que je défends sur la mécanique universelle, sur ce site mécaniqueuniverselle.net. En général, il y a toujours le lien sous les vidéos. Et dans cet espace, j'essaie de démontrer de façon logique, à l'aide de la logique, de la science, de toutes nos connaissances, que l'humanité, depuis que nous nous sommes séparés des primates, des autres primates, des primates naturels en fait, évolue progressivement vers son ultime perfection. Entre ce moment et aujourd'hui, on peut tracer une ligne d'évolution, un sens d'évolution, ce qui évolue, c'est-à-dire la maîtrise progressive du comportement, la maîtrise progressive de notre environnement, la maîtrise progressive de notre questionnement. Et on travaille essentiellement ces trois forces, ces trois progrès. Tout ce qu'on fait rentre dans cette progression. Voilà. Même qu'on le fasse par le bien ou par le mal, par exemple quelqu'un qui va transgresser les lois pour abuser de ses congénères, eh ben, il permet à la loi d'évoluer parce que des législateurs vont dire bon ben oui, lui il a trouvé cette astuce pour abuser les autres, mais on va poser une loi. Et c'est comme ça, par exemple, que notre système de loi, que maintenant notre code pénal fait des milliers d'articles. Parce qu'à chaque fois, il y a quelqu'un. Donc, c'est le travail conjoint du délinquant, du transgressant et du juriste qui va faire que la maîtrise du comportement va évoluer. Voilà, par exemple. Hein. Et ça, c'est valable pour tous les êtres humains. Il n'y a personne qui est inutile ou qui serait de trop ou qui agirait contre l'humanité. En fait, tout le monde agit pour l'humanité, même en croyant agir contre l'humanité, en somme. Donc, ça, c'est quelque chose de fondamental à retenir dans ma théorie. Alors voilà, donc René Jean Dupuy, pour moi, il fait partie de ces gens incroyablement des donateurs de ces gens qui arrivent à vulgariser les grandes idées, les grandes lignes. Et là, par exemple, dans cet ouvrage que j'ai découvert par hasard, enfin par hasard, voilà, moi je n'y crois pas au hasard, mais bon, que j'ai découvert, et cet ouvrage, il l'a écrit en 1990-91. Voilà, il a été publié en 91. Et donc, il correspond à ce qui se passait aussi à cette époque-là. Il réfléchit, René Jean Dupuy, c'était un juriste, mais qui s'intéressait au droit international, à l'évolution du droit international et donc de l'idée d'humanité, hein,
qui, est, qui, a, qui a évolué qui est d'abord apparu à un certain moment dans l'humanité. Avant, les hommes, nos ancêtres, ne pouvaient pas avoir cette vision globaliste. Elle est assez récente dans l'évolution de l'humanité. Cette vision, c'est un peu les grandes spiritualités qui ont commencé à s'y intéresser, le judaïsme, le christianisme, l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam, etc., qui ont eu une vision universelle, donc qui voulaient fédérer un peu l'ensemble. C'était leur but, Dieu était pour tous, en somme. C'était quelque chose qui était pour tous les hommes. Et donc c'était déjà fédérateur, c'était ce genre de choses. Les grands empires avaient aussi cette pulsion universaliste, violente voilà, de façon, ça se pratiquait avec les moyens du bord, les moyens psychiques du bord à l'époque. La conscience humaine, elle était très très fragile, très faible, et donc les hommes allaient à la rencontre les uns des autres à travers la domination, la guerre, la violence. Voilà, tous les grands empires se sont développés comme ça, avec cette idée-là, avec cette idée de rassembler l'ensemble humain, la Pax Romana, et avec un désir de faire une sorte de pacifier l'humanité, quoi. Hein. Et c'est valable pour les Perses, comme pour les Chinois, comme pour les Égyptiens, les grands empires égyptiens, les Hébreux, les Romains, les Grecs, etc. Voilà, les Américains aujourd'hui. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Pour que les jeunes Américains qui ne savent même pas ce qui se passe pour la plupart qu'il existe d'autres continents, l'Afrique, l'Asie, etc., ben, ils vont à la rencontre des autres cultures, des musulmans par exemple, à travers la guerre, parce qu'on ne sait pas s'unifier autrement encore. Mais pourtant, on va vers cette unification. L'humanité, donc, c'est ce que j'essaie de démontrer sur la mécanique universelle, nous allons vers l'unité, vers notre ultime perfection, c'est la paix universelle, c'est la fraternité, c'est un fonctionnement parfaitement écologique. On va vers ça. Il faudra encore quelques siècles, vraisemblablement, quand on voit la lenteur de notre élévation de conscience, de notre niveau de conscience. Mais nous allons vers ça. La première étape, ça sera de prendre conscience du sens de notre, du sens de notre évolution, de qu'est-ce que nous sommes en train de construire de façon inconsciente. Ce que nous faisons de façon inconsciente et donc avec l'antagonisme, avec des tentatives, erreurs, rectifications, sans réflexion, de façon pressée, etc. Notre évolution, elle se fait comme ça, spontanément, sans savoir ce qu'on construit. Et pourtant, on construit cette perfection. Le jour où on la prend conscience que notre rôle, que notre mission, c'est de construire cette perfection, eh bien, on sortira de l'antagonisme. On travaillera tous ensemble. Ça sera, la logique voudra que, puisque notre but, c'est d'aller de construire ce paradis, quoi, hein, puisque tout se révèle être. On voit bien que cette planète, elle est faite pour faire un paradis, quoi. C'est pas pour rien. Le paradis, c'est pas d'où nous venons, c'est où nous allons. C'était un paradis d'où nous venions, mais nous étions pas paradisiaques. On était soumis à nos pulsions, domination, violence, agressivité, etc. Donc, tout ça, c'est ce que l'évolution fait qu'on sort de ce mécanisme-là. Et puis on était soumis aux caprices du climat, aux prédateurs, à tout un tas de choses dont l'humanité doit s'affranchir. C'est ce que nous faisons, nous affranchissons progressivement de tout ça. Voilà. Et donc, c'est comme ça, c'est tout, hein. C'est ma conviction. Alors, où en étais-je ? Tac,
tac, tac. Voilà, le désastre. Alors, le désastre. Là, il parle de... alors, est-ce que je l'ai lu, ça? Parce que je ne me souviens pas de 5 minutes après, je ne me rappelle pas. Si, ça, je l'ai lu, je pense. Alors, c'est peut-être, je suis arrivé au désarroi. Hein. Voilà, alors, c'était l'idée de la chute du mur de Berlin. Il parle de l'évolution, justement, de l'humanité. Il y a eu, à son époque, en 1980, à l'époque où il écrit ça, en 1991, le mur de Berlin tombe, la lutte entre le communisme et le capitalisme a été à l'avantage du capitalisme qui a détruit le communisme et qui en a éjecté toutes les valeurs, les bonnes comme les mauvaises. Évidemment, l'idée de dictature du prolétariat, l'idée de goulag, l'idée de police politique, tout ça, ça devait être écarté, évidemment. Mais il y avait aussi les valeurs positives du communisme. La fraternité entre les peuples, l'URSS c'était ça, l'Union des républiques socialistes, c'était tous les peuples devaient cohabiter dans la joie et la bonne humeur. C'était la base de ces valeurs-là, par exemple. Alors la fraternité, l'égalité, l'idée d'égalité, l'égalité homme-femme, tout, il y a le soutien social, les développements, les acquis sociaux, c'est quelque chose de très important à cette époque-là. Voilà. Et puis l'idée d'un but de l'humanité, atteindre une sorte de perfection. Donc le communisme avait une vision téléologique, c'est-à-dire une vision finale. Et ça a disparu de notre évolution quand le capitalisme a vaincu le communisme et est tombé dans la toute-puissance en fabriquant ce néolibéralisme que nous connaissons depuis 30 ans. Ça, c'est quelque chose dont nous sommes en train de sortir. Voilà, on sent que le monde ne veut plus de ça, ne veut plus de cette toute-puissance qui d'abord détruit la planète, etc. Donc, il y a tout un tas de valeurs qui sont en train de changer progressivement. Et évidemment, dans chaque mutation, dans chaque grand moment de transformation de l'humanité, ça ne se fait pas de façon paisible. Bien souvent, ça se fait avec de la tension, de la violence. Quand en France, les petits fiefs qui appartenaient chacun à des petits princes ont dû passer au niveau fabriquer un pays, construire un pays, ils se sont battus pendant des décennies. Ça a été... ils ne voulaient pas faire acte de soumission à une autorité supérieure. Et actuellement, c'est exactement ce qui se fait. On doit passer sur une autorité supérieure qui est la dernière autorité de notre évolution, c'est-à-dire un fonctionnement universel. On a construit déjà les structures, l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, l'Organisation mondiale du travail, du commerce, du tourisme, de la santé, etc. Toutes les structures, on les a construites pour fonctionner universellement. Et évidemment, si on fonctionne universellement, c'est fini la guerre. Donc on est à la dernière étape de notre évolution. Et évidemment, encore une fois, les petits fiefs, les petits chefs, les petits princes, ils ne veulent pas se soumettre à une autorité supérieure. Les États-Unis ne supportent pas de se soumettre à l'autorité de l'ONU. Les Chinois ne veulent pas se soumettre à l'autorité de l'ONU telle qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire injuste, etc. Les Russes ne se soumettent pas forcément à l'autorité de l'ONU, même si tous ont compris l'importance de ça et tous ont compris qu'on n'y échappera pas. Mais on se retrouve exactement dans ce moment pré-universel, pré-unifié. Voilà.
avec toute la violence de l'université, de la façon dont on s'unifie. Et bien souvent à travers la guerre, quand on n'a pas, quand notre conscience est, si notre conscience est encore basse, on ne peut s'unifier qu'à travers la guerre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. On s'unifie à travers la guerre. Voilà, c'est la preuve de ce que nous sommes en train de vivre là. Voilà, pour passer à un stade supérieur, comme on ne sait pas le faire de façon consciente, de façon intelligente, eh ben on va à la confrontation, on use nos égos, on va se fracasser nos êtres humains, les plus valeureux d'ailleurs. Et puis, et à la fin, on sort de là exsangue et on dit, bon, plus jamais ça, et on a franchi un cap, on monte sur un palier. Alors peut-être que cette guerre-là sonnera la dernière et peut-être qu'elle risque d'être extrêmement violente, hein, parce que c'est derrière le chaos que les êtres humains disent, bon, voilà, ils inventent toujours quelque chose de très important. Après 14-18, ils inventent la Société des Nations pour essayer de juguler cette chose-là. Ils n'osent pas faire les crimes, instituer les crimes contre l'humanité, tout simplement parce qu'ils sont tous criminels en 14-18. En 39-45, à la sortie de 39-45, eh ben, il sort, l'ONU émerge de ça, l'idée de crime contre l'humanité émerge de cela, et puis tous les progrès sociaux qui viennent derrière, c'est-à-dire une vraie vision démocratique, un souci du peuple, etc. Voilà le fait de faire appartenir au peuple les bijoux qu'il construit. Hein. C'est ça le fait de rendre au peuple l'EDF, comment on dit, de nationaliser, voilà, ce que fait De Gaulle quand il nationalise l'EDF, les télécoms, la poste, enfin bref, le gaz, l'école, enfin tous les hôpitaux, etc. Tout ce qu'il va nationaliser, c'est en fait une vision totalement, on va dire, démocratique du monde. C'est-à-dire, le peuple est souverain, ça lui appartient, ça, ce sont ses bijoux de famille, voilà, un maximum de choses lui appartient. Les autoroutes, les avions, le transport, la SNCF, etc. Tout ça, c'est les bijoux de famille du peuple. Parce que à la sortie de cette guerre, la vision démocratique était extrêmement intense. Et c'est pas pour rien que c'est devenu les 30 glorieuses, les 30 heureuses, quoi. Le peuple était vraiment heureux dans cette période-là. Pour ceux qui l'ont connue, le peuple était heureux. Et en fait, la privatisation des choses, c'est une vision antidémocratique en réalité. Mais il fallait passer par cette vision-là, par cette, par ce, par cette, il fallait passer, il fallait démonter en Occident ce côté nationalisé pour passer sur un côté européen. En fait, je pense que le mécanisme, il était comme ça. On mettait tout, on privatisait tout, ce qui a fait ce système totalement injuste, hein, et totalement invivable, quoi, parce que maintenant, voilà, la poste privatisée, ça devient, ils sont dans un système de concurrence tellement absurde qu'il faut faire payer le postier qui s'arrête euh, parler avec la petite mémé qui est toute seule. Ben, il faut payer
Enfin bon, bref, on voit bien et on voit le désastre à l'hôpital, on voit le désastre à l'école, on voit à quel point la privatisation, c'est une monstruosité. Mais on doit passer par là pour aller vers quelque chose une nationalité supérieure, quoi, qui était peut-être au niveau, qui passerait au niveau continental. Voilà, c'est possible que ça soit au niveau européen, après que tous ces acquis sociaux, voilà, en fait, que la sécurité de l'emploi, de la vie, etc., tout ça revienne au peuple, mais à un niveau supérieur. Et donc, parce qu'on doit passer du national au continental, ou du national au mondial. C'est très possible qu'on sorte du continental que nous avons construit. Là, on a construit toutes les bases pour fonctionner continentalement, c'est-à-dire l'Europe, par exemple. On est même les novateurs là-dedans. Mais tous les continents ont les structures pour fonctionner continentalement. En Afrique, c'est, je crois, l'OUA, l'organisation des États africains, je ne sais pas comment ça s'appelle. En Asie, c'est l'ASEAN. En Amérique, c'est le Mercosur, ou je ne sais plus comment il s'appelle. Mais bref, il y a les structures pour fonctionner universellement, si on voulait, pour fonctionner euh, dans, dans, s'il y a une étape intermédiaire entre le national et l'universel, il y a peut-être un sas de transition qui serait le continental, puisque nous sommes passés en fait du clan. Plusieurs clans euh, se sont, euh, se sont assemblés, plusieurs clans primates quand nous étions au début de l'humanité. Plusieurs clans se sont organisés, ont construit se sont organisés en tribus. Plusieurs tribus ont évolué en, en cités. Plusieurs cités se sont réunies et ont fondé des pays. Plusieurs pays, enfin, voilà. Et on pourrait penser un peu cette évolution comme ça. On peut voir cette évolution vers l'universalité. On peut la mesurer dans notre histoire. Et d'autant que on a gardé, on a préservé toutes les structures de cette origine du clan familial ou qu'on retrouve en Amazonie, par exemple, des petits clans qui sont, voilà, des petits groupes humains qui ont été préservés, aux petits groupes tribales qu'on peut retrouver dans certaines zones de la planète, etc. Voilà, on a devant nous euh, toute la lecture de notre évolution en réalité. Voilà. Alors, on va remercier cet appareil-là qui m'a ouvert les poumons. Le désarroi. Alors, je vais commencer. Alors là, ce désarroi, c'est la chute du mur de Berlin et la fin du communisme, et donc ce que ça a engendré. Alors le désarroi. Ce désarroi exprime la perte de confiance dans un régime qui, pendant plus de 70 ans, a imposé une servitude implacable au nom d'un bonheur à conquérir. C'est exactement ça. Malheureusement, c'était la servitude implacable, même s'il y avait du bonheur. Voilà, pour l'instant, le capitalisme est a encore une dent contre le communisme, et il veut même pas qu'on dise du bien du communisme. Là, c'est quelque chose. Il y a une sorte d'horreur, la peur que ça revienne, et les ultralibéraux, ils veulent pas entendre parler de ça, et ni de social, ni rien. Et c'est ce qui fait qu'il y a cette violence qui émerge dans le peuple, parce que c'est insupportable, ça. Et donc, voilà. Il y a 25 ans,
croyait pouvoir prophétiser le dépassement par l'Union soviétique du niveau économique et social des États-Unis. Aussi bien comme le libéralisme, le marxisme s'inspirait du mythe de l'abondance. Et on retrouve cette chose-là avec, malgré tout, les Chinois se basent sur le modèle américain et veulent dépasser le modèle américain. C'est ça, la compétition, elle est là. L'URSS voulait le faire à son époque. Les Chinois sont dans ce mécanisme. Et il est un peu, il faut le dire, un peu stupide parce que, par exemple, là, c'est fini. Les valeurs avec lesquelles la Chine était en compétition avec les États-Unis, ils ont gagné leur compétition. Ils sont quasiment au même niveau. Voilà, ils ont pris les mêmes modèles, ils ont pris, etc. Mais il manque quelque chose, c'est la souplesse mentale. Et ça, les États-Unis l'ont. Pourquoi? Parce que ils ont la chance d'être multiculturels, d'accueillir du monde, d'accueillir tous ceux qui veulent venir. Donc l'immigration, c'est l'immigration qui a fait la puissance de l'Amérique. Et elle l'a fait encore, la puissance de l'Amérique. L'immigration et le fait de... Voilà, ils s'organisent pour avoir toutes les énergies créatrices, les meilleures énergies créatrices. Et évidemment, ces énergies-là vont comprendre que le monde a changé, que ce qu'on doit chercher, c'est plus la profusion, c'est plus l'abondance, c'est plus tout ça, c'est autre chose. C'est les valeurs, ça va être la philosophie, ça va être la grande philosophie de l'humanité, par exemple. Et ben voilà, la mécanique universelle en fera partie, je pense. Euh, voilà, c'est ces grandes lignes qui vont tracer en fait la, la vision euh, morale, philosophique, spirituelle de l'humanité. Et évidemment, tout le côté écologique. Voilà, on est parti dans cette dimension-là. Et en plus, un côté fraternel ça sera les plus fraternels avec les pays émergents, avec l'Afrique, avec ceux qui auront une vision la plus humaniste, qui prendront le pouvoir. Pour l'instant, les Chinois ne sont pas, me semble, aptes à comprendre ce tournant. Il y a, alors, c'est à savoir si vraiment ils ont compris ou s'ils vont s'enfermer comme ils ont été enfermés, comme l'URSS a été enfermé dans un modèle radical, carré, qui n'était pas assez souple, quoi. Ça sera à voir dans l'avenir. S'ils sont dans cet état d'esprit, l'Amérique restera en tête de ligne. Si ils ont, voilà, ils risquent, sinon les Chinois peuvent être de sérieux prétendants et peut-être que ça sera la conscience qui va prédominer et donc ça sera le passage, on sortira d'un modèle impérialiste avec un dominant et des dominés. Et les États-Unis diront, bon, ben, on partage ce leadership entre tous et on évolue de façon symbiotique. C'est ma préconisation, la symbiose. Voilà, de passer du libéralisme au symbiotisme. Or, le voici écroulé dans la pénurie. La gravité de ce constat, là, il était en 91 quand il écrit ça. Le marxisme était dans la pénurie. La Russie était dans une catastrophe terrible qui a permis aux États-Unis et à l'Occident de le piller et de le maltraiter, en somme. La gravité de ce constat dépasse les épreuves infligée par la pauvreté. Elle remet en question l'assise philosophique qui, dans le monde socialiste, tenait lieu de spiritualité. La quantité ne devait-elle pas produire la qualité? En donnant à chacun selon ses besoins,
accomplir une manière de rédemption de l'homme. L'échec du communisme consomme le divorce du couple, histoire, progrès. C'est ça le problème. Mais c'est pas fini. Voilà, ça, 30 ans après, la mécanique universelle arrive en gros. Hein. Donc, cette idée de progrès, de positif, ne meurt pas en réalité. Il est, selon l'histoire, il est assoupi. Il a été assoupi à la sortie de 39-45. On ne pouvait plus penser le progrès en termes de positif. Mais plus tard, c'est revenu, justement avec le communisme, à un certain moment, c'est revenu cette idée de progrès. Et puis le communisme chute et l'idée de progrès s'éteint. Le libéralisme nous plonge dans un monde sans idéal, sans futur, nos futurs. Et c'est ce qu'on vit depuis 30 ans. Et arrive la mécanique universelle. Voilà, je le considère comme la pensée la plus élevée actuellement sur la planète. Rien que ça. Bon. Alors, l'échec du communisme consomme le divorce du couple histoire-progrès. L'histoire n'est plus messianique. La mécanique universelle. C'était avant que la mécanique universelle arrive. J'aurais tellement aimé qu'il soit encore là, René Jean Dupuis, parce que franchement, j'aurais aimé discuter avec cet homme. Alors, le devenir est mort. Après Dieu, comment aurait-il pu lui survivre alors que les dogmes que la religion historiciste avait voulu lui substituer recevaient un démenti sévère? Et bien sûr, en 1991, c'était logique qu'il pense comme ça. À vrai dire, ce désenchantement affecte une part importante de l'humanité. Et c'est ça le problème. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça ça a plongé, on a plongé dans la dépression. L'humanité a plongé dans la dépression parce que les valeurs du capitalisme ne suffisent pas, n'ont rien de visionnaire, quoi. Elles sont absurdes. On peut travailler comme des fous pour accumuler de l'argent. Quand on arrive à la fin de sa vie, on dit mais qu'est-ce qu'on a foutu? Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, c'est absurde. C'est complètement... c'est un système complètement... voilà, qui ne peut fonctionner que si en face, il y a un opposé moral, un opposé philosophique, un opposé qui amène les valeurs, qui permet les valeurs. C'est pour ça que le capitalisme a très bien fonctionné dans les 70 ans où il avait en face le communisme, parce que le communisme amenait les valeurs. Lui, il avait cette dimension de pouvoir enchanter le monde, quoi, enchanter l'évolution. Mais quand le communisme est tombé, le capitalisme, il a montré ce qu'il est, c'est-à-dire un système totalement absurde. On court derrière des choses, il nous fait courir pour rien, quoi. C'est un système esclavagiste qui n'a pas de sens. Voilà. Alors, le monde libéral subit aussi cette crise de la modernité, donc. Dans la mesure où, dans le science du scientisme hérité de Condorcet, de Saint-Simon et de Comte, tout ce qui justement avait cette vision que l'humanité allait vers cette perfection, il a fait crédit au futur. Il se rend compte que le nouveau et le meilleur ne sont pas nécessairement synonymes. Si en Occident certains en sont déconcertés, d'autres ne s'étonnent nullement de cette primauté de l'incertitude. Karl Popper, qui l'a si bien analysé, ne la leur a pas révélée. Il la tenait de Nietzsche. Nietzsche is warm. Et mieux encore de Proudhon. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Nietzsche, machin. Dont la dialectique n'assigne pas à l'histoire un terme rassurant, mais reste ouverte sur la liberté de l'homme. Ah, Proudhon, d'accord.
Ben, je pensais que Proudhon, il avait une vision justement finaliste, avec une finalité, avec... C'est de lui que l'histoire tient son sens. Il peut être indécis, mais elle ne peut prétendre lui en imposer un, sauf par l'entremise d'un tyran. Voilà, alors c'est ça le problème, c'est que le sens, on ne peut pas l'imposer à l'humanité. Le communisme a voulu imposer l'égalité avant que l'homme que ça soit supportable dans la conscience humaine. C'était pas supportable pour la conscience humaine. Donc c'était trop tôt pour l'égalité. Et donc d'où l'échec. Et toute tentative d'accélérer, d'imposer, même par exemple la perfection humaine dont je parle, s'il y avait une tentative de l'imposer par un système dictatorial, ça serait un échec, parce que il y a un temps d'évolution. L'évolution, la perfection de l'humanité, elle mettra encore des siècles vraisemblablement avant de l'atteindre. Mais elle l'atteindra. Moi, c'est une constatation que je fais, c'est pas une préconisation. C'est pas, je cherche pas à dire c'est ce qu'il faut faire, même si je trouve que c'est bien et logique qu'on aille vers, qu'on recherche à atteindre notre perfection, ça paraît tout à fait cohérent avec avec la logique de notre présence sur Terre. Quoi ça servirait d'évoluer si ce n'est pas pour aller vers quelque chose vers cet idéal, quoi. Voilà. Bon, mais après, ça, c'est mon goût personnel. C'est pas. Voilà. Alors, à l'opposé, dans un monde hegelien et marxiste, cette découverte se paie de l'écroulement du temple. Alors, pour le croyant désaffecté, incapable d'affronter l'incertitude, il n'est d'autre recours que le retour à la tradition. Le phénomène dépasse l'Europe de l'Est. Et c'est exactement ce qui s'est passé. À cette époque-là, il y a eu la chute du mur de Berlin a ramené tout le monde vers, vers des appartenances départementales, voilà, des appartenances, comme on ne dit pas de département, mais régionales. Voilà, le régionalisme est parti parce qu'il faut se rattacher à quelque chose, ou à la religion, ou à etc., etc. Parce que c'est invivable de vivre sans but, sans finalité. Le phénomène dépasse l'Europe de l'Est. Ainsi s'explique dans les pays du tiers-monde déçus par le modèle socialiste la recrudescence du fondamentalisme et, en Russie elle-même, le réveil des vieux Russes. Le passé devient le présent de ceux que le futur a trahis. Et malheureusement, oui, bien sûr que c'est exactement ce qui s'est passé. Et on voit ce que les valeurs du libéralisme ont donné, ont constellé dans le monde. Voilà. Le libéralisme, c'est le phénomène des gangs, qu'ils soient aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique, enfin ce fonctionnement, l'explosion des mafias, les valeurs, le fait d'avoir perdu tout à fait le sens de la solidarité, de la bonté, de la gentillesse, du partage, de la sociabilité, etc. Et donc, l'explosion des dominants, qu'ils soient un gang en baggy et tatouage ou en costard comme le gang des capitalistes, c'est exactement les mêmes. Ils ont les mêmes... voilà, c'est juste des niveaux... mais on est tombé dans un système comme ça, un système de gang qui thésaurise les privilèges. Ben voilà, les écarts entre riches et pauvres ont explosé. C'est juste parce que c'est un système de gang qui s'est imposé. Et le même système dans la banlieue de Chicago ou de Los Angeles, ben c'est exactement ça. Les gangs sont plus riches que le peuple qu'ils asservissent. Voilà, ils
ils vampirisent un groupe, ces gangs-là, et ils maltraitent les gens, et c'est ce que fait le néolibéralisme avec les dominants et les dominés. Et là, c'est ce qui a amené les révoltes que nous connaissons et qui ne vont pas cesser, qui vont aller en s'amplifiant jusqu'à ce que le système comprenne. Là, il est dans une surdité absolue. Il ne comprend pas qu'il s'est imposé, qu'il impose ce genre de choses, quoi. C'est c'est hallucinant. Voilà notre petit parcours pour aujourd'hui, je pense là. J'ai fait 4 vidéos, c'est quand même pas mal. Allez, eh ben, je vous remercie de votre écoute si vous êtes arrivé jusqu'à là. Et puis sinon, ben, je parle au vide, qui est le principe créateur, puisqu'il y a du divin dans ma théorie. Dieu existe, voilà. Et donc on va vers notre perfection, c'est la réunion avec le divin en même temps. Voilà. À bientôt.